Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu Aïcha Temfak qui a immigré ici au Québec du Cameroun au début des années 2000 et qui a lancé la compagnie Missiris, une super compagnie de sacs à main. Honnêtement, elle connaît un franc succès depuis son passage à l'Œil du Dragon et c'est une comptable de profession. Donc, elle maîtrise ses chiffres. Pour elle, les finances d'une business, c'est super important. On a des super de belles discussions. On parlait de l'immigration évidemment aussi. Super de bel épisode. Si vous ne suivez pas encore le podcast ordinaire, allez faire un petit tour. Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Laissez un 5 étoiles. C'est toujours un plaisir de vous lire aussi. Et sur ce, guys, bon épisode. Je vais vous parler d'un des sponsors du podcast ordinaire qui est l'entreprise Mindblow Energy. Et on se mentira pas, OK? Mindblow, c'est mon entreprise à moi, donc je sponsorise la même entité. Mindblow sponsorise le podcast ordinaire. Quand j'ai découvert les nootropics il y a plusieurs années, qui sont des suppléments qui augmentent tout ce qui est cognitif, je suis tombé en amour avec le concept et je me suis dit, il faut absolument lancer une compagnie québécoise, canadienne pour ces produits-là. Alors, on a créé comme ça un supplément qui est rapidement devenu trending en ligne, numéro 1 sur Amazon pour tout ce qui est énergisant. Si vous avez besoin de focus, de bonne humeur, d'énergie à longue durée sans crash, c'est vraiment le produit pour vous. Et on a même une version prête à boire comme ça ici, qui est une boisson énergisante conventionnelle, mais avec des suppléments à l'intérieur. De délicieuses saveurs. On a 4 saveurs pour le supplément aussi, disponible sur Amazon ou mindblowenergy.com. Et vous pouvez utiliser le code PASORDINAIRE sur mon site web pour 10% de rabais. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est moi qui sponsorise l'épisode. Ben oui. Aïcha, au podcast ordinaire, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Pas trop stressé? Très stressé quand même. Ton deuxième podcast à vie, on va être sûr que ce soit une expérience mémorable. Bon, on va parler plus tard. Tu reviens des dragons, peut-être pas si longtemps. Je veux dire, à la télé, pas si longtemps. Je me souviens une couple de mois que tu as passé quand même. Quelques mois, oui. On va en parler. Fait que je dis, ce ne sera pas aussi stressant que les dragons, techniquement. Je te promets que ça va être bien relax. Super. On parle de ton histoire, on parle de Missiris aujourd'hui. Est-ce que je le prononce bien, Missiris? Oui. On parle de ta compagnie aussi, on parle de comment tu as monté ça pratiquement de zéro. J'aimerais qu'on commence un petit peu plus sur tes origines. Tu es né, je pense, au Cameroun. Exactement. Je suis née au Cameroun dans les années 90. OK. Ben, c'est bien, moi aussi, 90 au Québec. Et je suis arrivée au Québec en 2005. Okay. Mais mon père était déjà ici depuis 99, si je me rappelle bien. Okay. Donc, ma mère ne voulait pas nécessairement venir ici. On n'était pas riches, mais on manquait de rien. Okay. Elle était prof au secondaire, puis elle était capable de nous envoyer dans une école privée. Puis c'est même elle qui s'occupait de mon père, entre guillemets, parce que quand il est venu, il était étudiant. Fait que le monde, d'habitude, il pense que quand la personne immigre, c'est la personne qui envoie de l'argent aux personnes qui sont restées au pays. Mais dans notre cas, c'était l'inverse, parce que mon père était étudiant. Donc ma mère, c'est ça. Ma mère n'avait pas nécessairement envie de venir ici. Comme je dis, on manquait de rien. La famille est là-bas. Tu ne veux pas nécessairement quitter d'où tu viens. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un parcours scolaire un petit peu atypique. Donc, j'ai commencé l'école, j'avais 2 ans. Puis, dans le fond, ma maîtresse, à l'époque, avait dit à ma mère que j'apprenais un petit peu plus vite que les autres. Donc, j'avais sauté beaucoup de classes. Donc, je m'étais retrouvée en secondaire 1, j'avais 8 ans. Donc là, si j'étais restée, j'aurais terminé l'équivalent du cégep, dans le fond, parce que là-bas, le secondaire, c'est 7 ans. Donc, c'est comme secondaire plus cégep ici. Donc, j'aurais terminé ça à 15 ans. Spécial. Ouais, c'est ça. Non, on parle encore au Cameroun. Au Cameroun. J'aurais terminé à 15 ans le cégep. Mais là, mon père avait dit à ma mère, tu sais, là-bas, c'est pas genre, tu vas juste déposer ton CV puis tu vas avoir une job. Il faut des contacts et tout. Là, il avait dit à ma mère, elle va finir à 15 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous, on n'a pas de contacts. On vient pas d'une famille, tu sais, riche ou haut placée, nulle part. Là. Fait que j'allais comme me tourner les pouces après, tu sais, essayer d'aller à l'université et tout. Mais comme, après ça, il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Puis c'est comme ça qu'il a convaincu ma mère de dire, OK, tu sais, on va venir ici. Surtout que mon petit frère et ma petite sœur s'enlignaient un petit peu dans la même direction que moi, avec sauter des classes et tout. Donc, c'est comme ça qu'en 2005, on s'est retrouvés au Québec. Fait que c'est à cause de ton parcours scolaire, techniquement, que le switch a été fait complet. Parce que, techniquement, le plan A, c'était-tu que ton père étudie ici, puis peut-être... Je pense pas que mes parents avaient un plan. Non, c'est vraiment juste comme... Je pense pas que ma mère avait vraiment un plan. Mon père a toujours eu quand même beaucoup d'ambition. Fait que lui, il s'est dit qu'il venait ici. Lui, son plan, c'était clairement que nous, on le rejoigne ici. Mais ma mère, je pense pas qu'elle avait vraiment réfléchi à ça. Là. Je pense qu'elle s'est dit, bon, il va aller, puis peut-être que lui, il allait comme s'occuper de nous, puis essayer de nous trouver des opportunités quelconques et tout. Je pense pas qu'elle avait vraiment envisagé venir ici. Surtout que quand on est venu, elle a dû retourner à l'école. Puis elle a dû reprendre ses études. Puis fun fact, vu qu'elle était prof de secondaire,
quand elle est revenue ici, ma mère était prof déjà en sciences. Fait que quand elle est venue, elle s'est reconvertie pour être infirmière. OK. Puis elle s'est retrouvée au cégep dans la même classe qu'une de ses étudiantes C'est du vrai? Cameroun. Ben voyons donc. Puis elle faisait des travaux d'équipe ensemble, alors que quelques années avant, c'est ma mère qui était sa prof. Incroyable. Ouais, c'était drôle. C'était quoi peut-être un petit peu la dynamique au Cameroun? Encore une fois, je vais parler sans m'y connaître. Tu parlais que t'étais pas pauvre, pas riche. C'est quoi un petit peu... Autant la culture, mais aussi peut-être comme où est-ce que tu étais, est-ce que c'est un village? Puis je connais vraiment pas, Il n'y malheureusement, a aucun problème. ce point-là sur la map. Je sais Il n'y a pas de où. cours sur le Cameroun au secondaire ici. C'est ce que je Fait me que dis c'est quand correct. même aussi. Mais c'était pas pauvre, c'était quoi un petit peu la dynamique familiale puis de vie que tu avais au Cameroun avant de venir ici? Ouais. Donc, moi, j'habitais dans la capitale, qui s'appelle OK. Yaoundé. Mais je OK. suis née dans la capitale économique. Il y a comme une capitale politique, capitale économique. C'est comme un classique dans les pays africains d'habitude. Fait que OK. je suis née dans la capitale économique qui s'appelle Douala, mais j'habitais dans la capitale politique qui s'appelait Yaoundé. Donc, on n'avait pas de grosse maison. On habitait dans un appartement, une espèce de 4,5 avec 2 chambres. Puis mon frère, ma soeur, moi, ben, ma mère, puis des tatas, puis des... Tu sais, en Afrique, on n'habite jamais juste nous. Il y a toujours comme un oncle, un cousin, une Tout le monde est cousine. là. Tout le monde est là, là. Fait que... C'est comme tout le monde habitait, on habitait tous ensemble. Fait OK. que ma mère pouvait travailler. Ma mère avait aussi une petite, comme un dépanneur, genre. Fait que c'est plus grâce au dépanneur qu'elle pouvait s'occuper de nous que son salaire de prof. Là. Ouais. Mais quand je dis qu'on manquait de rien, c'est que, tu sais, genre, j'ai jamais eu faim, genre, dans ma vie. Mais j'avais pas non plus le dernier gadget ou la dernière paire de chaussures. Genre, OK. vraiment, on était vraiment comme OK, bien. Puis on n'avait pas nécessairement besoin de plus à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de, tu sais, il y avait Ouais. pas de toutes ces technologies-là de tu veux la dernière chose que Le tu as vu luxe tes amis. d'aujourd'hui. Exactement. Fait que nous, on allait jouer avec les autres enfants du quartier puis on était bien corrects, là. Fait que je peux pas dire que j'avais vraiment envie de venir ici. Moi, j'ai pleuré tout le long dans l'avion quand on venait, pendant l'escale, quand on est arrivé, puis que l'appartement était encore plus petit ici que ce qu'on avait au Cameroun. Oh, moi, je n'étais pas bien là, mais... C'est faux pareil, ça. Parce que de dire de partir du Cameroun, qui, encore une fois, de ce que moi je connais, on le voit pas nécessairement de l'extérieur comme un pays qui est riche ou autre. Mais peut-être que tu as donné le contraire. Peut-être qu'il y a Non. comme. Non, Ben, ben, tu sais, il y a du monde qui sont quand même très, très riches là-bas, là, mais la majorité du monde n'est pas riche du tout. Tu sais, la classe moyenne dans laquelle on était, c'est quand même pas tant la norme que ça. C'est souvent les extrêmes et tout. OK, fait que c'est deux. Ouais, deux c'est ça. disparités, là. Deux disparités, puis il y a comme nous autres dans la classe moyenne. OK. Mais comme je dis, tu sais, parce que les gens ne comprennent pas ça. Il n'y a personne qui veut quitter d'où il vient. Hein. Si on Ouais, quitte, c'est que, tu sais, on n'a pas le choix. Comme moi, par exemple, mon grand-père, le père à ma mère, c'est comme l'amour de ma vie. Quand j'ai quitté, j'ai fait 10 ans avant de retourner. Puis, entre-temps, elle a eu l'Alzheimer. Puis, quand je suis retournée, il ne se rappelait même plus de moi. Ça m'a brisé le cœur. Tu sais, c'est des choses qu'on ne parle pas quand on parle d'immigration, mais il y a toutes ces personnes-là qu'on laisse. Parce que les premières années, ma mère a dû retourner à l'école pendant 5 ans. Moi, j'ai été rétrogradée, j'ai perdu des classes. Puis, tu sais, on n'avait juste pas les moyens de retourner. Puis quand on est retourné, c'était plus pareil. Tout avait changé. C'était plus... Les quartiers avaient changé. Tu sais, on se sentait même plus nécessairement chez nous. Ouais. Fait que t'es pas chez toi. Parce que là-bas, ils te considèrent comme une étrangère qui est partie. Ici, tu te considères pas nécessairement 100% chez toi encore. Fait que t'as comme plus vraiment de chez toi. Fait que c'est comme un petit peu dur à vivre. Mais bon, c'est la vie. Parce que quand tu regardes l'immigration, souvent, encore une fois, on dit qu'on voit encore la disparité de soit tu viens ici parce que tu es vraiment pauvre, fait que tu recherches, tu sais quoi, les pays en guerre ou autre, fait comme tu viens ici en immigration, ou d'un autre côté, c'est des gens excessivement riches qui viennent ici pour investir, faire encore plus. Fait que c'est quand même particulier que tu étais entre les deux au final, pour une meilleure situation pour tout le monde, dont ta situation aussi avec... Mais c'est plate quand même, qu'est-ce que ça a pu créer, comme tu l'as dit, Ouais, mais tu sais, je me dis, j'aurais jamais créé Miss Iris ou j'aurais pas eu toutes les opportunités que j'ai aujourd'hui si on n'était pas venu. Fait que c'était vraiment... C'est une bonne décision finale là, que mes parents ont prise. C'est juste que c'était vraiment difficile à vivre. On est arrivé dans un petit 3,5 dans un immeuble vraiment vieux. Puis c'était juste... Tu sais, j'étais habituée à pas avoir de privacy là parce que, comme je disais, il y avait toujours des cousins et tout. Mais là, c'était encore pire parce qu'on était dans la même chambre que les parents. On était dans un lit en étage et tout. J'étais juste... Mais bon, c'est le passé. Est-ce que justement le processus d'immigration a quand même été difficile sur autant, je sais pas, les gens t'ont accepté ici à la langue? Cameroun, c'est français. Ben, c'est ça, le Cameroun et le Canada, c'est drôle, c'est les deux seuls pays au monde avec français et anglais comme deux langues officielles. Il n'y en a pas d'autres genre, avec juste ces deux-là comme langue officielle. Donc, au niveau de la langue, j'ai pas eu de problème. Mais en même temps, tu sais, quand j'arrive, l'accent quand même québécois, c'est quelque chose. Je comprenais rien. Je te dis, je comprenais rien parce que nous, on a été colonisés par la France. Fait que moi, j'étais habituée à l'accent français, les expressions françaises et tout. J'arrive ici, ça m'a pris quand même 2 minutes là, Qu'est-ce qu'ils disent, pour m'habituer, c'est ça, genre. Mais au final, j'avais 11 ans. Fait que tu sais, t'apprends vite à cet âge-là. Ouais. Mais le reste, qu'est-ce qui est école, qu'est-ce qui est peut-être justement quartier, vous étiez dans Montréal? Ben, on était à Côte-des-Neiges. Okay. Fait que c'est comme, je pense, le quartier le plus
multiculturelle Ouais. de Montréal. Puis c'est drôle parce que l'école secondaire où je suis allée, l'école secondaire Lavoie, il y avait une Québécoise de souche Ok. dans toute l'école. C'est fou. C'était que de l'immigration et tout. Donc, ça a quand même facilité. J'avoue que mon choc a plus été au cégep quand je suis arrivée. Puis là, il y avait beaucoup plus de, tu sais, des Québécois de Ouais. souche. Mais au secondaire, c'était pas pire. Honnêtement, le plus gros choc, c'était plus la langue parce que c'était très, très anglophone. Oui, Ok. j'avais eu des cours d'anglais, mais je me considérais pas anglophone. Fait que dans les couloirs, ça parlait beaucoup en anglais. Fait que c'était un petit peu un choc. Mais honnêtement, pour la langue, pour le Ouais, reste, ça a bien été. ouais, comme... C'est ce qu'il faut pareil. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vient de la Rive-Nord. J'ai toujours été dans les Laurentides et autres. Puis nous, à l'époque, si je me rappelle même au secondaire, tu sais, j'ai 30 ans, 31. Fait que ça fait quoi, 15 ans peut-être? Je pense que dans tout un... Comment t'appelles ça? Un palier, un niveau, mettons secondaire 1, là. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait une personne noire, deux personnes noires, trois Wow. personnes noires. Parce que sur la Rive-Nord, il n'y avait pas encore... Je veux dire, d'immigration, il n'y avait pas de mouvement massif de population vers les Laurentides. Fait que nous, c'était pratiquement juste des Québécois de souche. Wow. Toi, c'est quand même particulier de C'est dire que tu l'inverse. arrives Oh, au ouais. Québec quand même, mais que toi, c'est complètement En 2005, l'inverse. c'était que des immigrants dans mon école. Je te dis, il y avait une, je nommerai pas son nom là, mais on est encore en contact aujourd'hui. Ok. Mais ouais, il y en avait juste une. Puis il y en avait eu une autre à un moment donné, mais genre, elle est restée quelques mois puis elle est partie, je sais pas pourquoi là. Mais non, c'était quand même spécial. Mais ça a vraiment aidé parce qu'on vivait vraiment tous la même réalité. Ah, exact. On habitait tous dans les environs, dans des petits apparts Ouais. et tout, donc ça a vraiment beaucoup aidé. Je pense que tu disais à Christine en pré-entrevue qu'avec justement ces succès scolaires-là, tes parents avaient peut-être dessiné un peu un avenir pour toi en parlant peut-être de médecine ou autre, mais que toi, tu as complètement changé de voie. T'as-tu testé ces eaux-là ou t'as rapidement fait comme non, c'est pas là que je veux aller? Puis... J'ai jamais été passionnée par la santé. Moi, tu me mets du sang, puis je freeze. Ok. Je sais même pas quoi faire avec ça, là. Même quand ça coule, je sais pas quoi faire avec, là. Mais c'est comme le parcours normal que tu sais, mes parents avaient tracé pour moi, parce que ma mère avait vraiment toujours voulu être médecin, mais dans mon pays, pour être médecin, c'est pas vraiment... Pas que c'est pas tes compétences, mais il faut avoir des contacts. Puis comme je te Ouais. disais en début d'entrevue, on n'avait pas vraiment de contacts, donc elle aurait pu tu sais, s'inscrire partout, mais tu sais, c'est difficile de vraiment rentrer en école de médecine. Ouais. Fait que je pense qu'elle voulait comme vivre son rêve à travers moi, sa première fille et tout. Donc, après le cégep, j'avais une super cotère. Je pense que j'avais comme 34 ou 35, je sais plus, là. Mais je m'étais inscrite pour médecine et tout. Mais il y a comme une série de tests à faire, comme des mises en situation que j'avais complètement foirées, là. Ok. J'ai pas foiré intentionnellement, mais c'était pas pour moi et tout. Donc, j'ai quand même essayé. Au moins, elle m'a laissé tranquille parce qu'au moins, j'ai vraiment essayé. Puis ça a juste pas marché pour moi. Donc, Ok. mais ma petite sœur est médecin. C'est vrai? Ouais. Donc, Donc, elle a quand même, c'est ça, elle a eu son... son enfant médecin maintenant. Y a-tu un clash au niveau de l'éducation entre le Cameroun puis... Oh my God, Parce oui. que tu sais, tu performais énormément. Là, tu arrives ici. Est-ce que tu vois... Puis, positivement, négativement, c'est plus difficile, c'est plus facile Ah, ici. c'était trop facile. Ici, c'est plus facile? Oh oui, sérieux. J'arrive, j'étais choquée parce que moi, j'étais habituée, là, à 7 h, j'étais déjà à l'école, puis Ok. comme à 18 h, on quittait, puis on avait des examens tous les samedis, là. C'est Ok. comme, c'était back-to-back, t'avais comme 7-8 cours dans la journée. Ici, j'arrive, on commençait comme à 8 h et quelques, t'as comme 4 périodes dans la ouais. journée, tu finis à 14 h quelque chose, je suis comme, ben, c'est quoi cette histoire-là? Genre, ça a commencé à être difficile en secondaire 4 pour moi, là. OK. Fait que je suis arrivée, j'étais en secondaire 3 dans mon pays, puis ils m'ont ramenée en secondaire 1. Ah ouais? Ouais, Vu ton âge. vu mon âge. Fou, ça. Ouais, vu mon âge. Ils voulaient me mettre en 5e année au début, mais ma mère a dit non. Fait que, après ça, ils ont dit 6e année, ma mère a dit non. Fait qu'ils m'ont remise en secondaire 1, mais c'était au mois de mars, fait que j'ai terminé l'année scolaire. OK. Fait que jusqu'à secondaire 4, où j'ai commencé vraiment, je peux dire, vraiment à apprendre des nouvelles choses, ma moyenne générale, tu sais, c'était comme du 97-95% de moyenne générale. Là. Pour moi, c'était comme... C'était facile. Parce que, j'avais déjà appris comme pas mal de choses au Cameroun, mais aussi... comme je dis souvent, avant que j'accouche, mon cerveau était un petit peu plus performant. Là. Fait Ouais, que c'était c'était... The brain's mom. Exactement. The mom's brain. Oui. C'est ça. Donc oui, il y a eu un clash dans le sens que j'ai trouvé ça vraiment quand même plus facile ici, du moins les premières années. Ouais. C'est fou pareil, ça. Ouais. On prend une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire, qui est Shop Santé, qui à toutes les semaines, je vous présente différents produits qui sont disponibles chez Shop Santé. Et cette semaine, c'est les produits d'un de mes amis qui s'appelle Juju's. Juju ici, qui est la pâte à biscuits protéinée qu'on peut manger directement. Il y a une cuillère à l'intérieur, vous la mangez directement. Je pense qu'on peut la faire cuire aussi, ce serait à tester. 24 grammes de protéines à l'intérieur. C'est keto, il n'y a pas d'arachide. Bref, juste des aliments santé à l'intérieur. Et j'en ai amené plusieurs ici pour vous montrer. C'est des petits formats comme ça ici. C'est vraiment délicieux. Ils ont 3 différentes saveurs. J'ai pris double chocolat. Je sais qu'ils ont juste pépites de chocolat aussi. Ou sinon, il y a celle, la nouvelle, qui est caramel salé.
Bon, j'ai cheaté un peu, il y a déjà une bouchée à l'intérieur, mais c'est vraiment super onctueux. C'est vraiment... Regarde, on fait du ASMR de nourriture aujourd'hui dans le podcast. Vous voyez, là, une belle texture comme ça ici, des petites pépites, et tout est santé à l'intérieur. Il y a des fibres, il y a des protéines. Donc, allez faire un petit tour chez Shop Santé pour aller voir ça dans les collations protéinées dans le frigo. Juju, qui est pâte à biscuits protéinée. C'est excellent. Je manque la qu'une life. De retour à l'épisode. Finalement, je pense que tu es allé en comptabilité. Oui. Fait que peut-être ton petit talent scolaire de le transférer dans les chiffres. Oui, c'est ça. Donc, il y a du monde qui ont un premier cours de comptabilité puis qui détestent ça complètement. Moi, j'ai adoré. Je déteste ça. Moi, j'ai vraiment adoré. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je sais pas, peut-être que mon subconscient voyait en quoi ça allait me servir à des fins personnelles plus tard. Mais j'ai adoré puis j'ai décidé de continuer là-dedans plus tard. Le pire, c'est que j'en parlais la semaine passée avec une invitée aussi qui, elle aussi, je pense pas qu'elle était en comptabilité, mais son père l'a beaucoup initié jeune à la finance. Puis ça l'a tellement aidé dans son parcours entrepreneurial parce que de comprendre les chiffres, ça devrait être la base de tout ça. Oui. Moi, je suis un peu plus l'inverse. Parce que j'étais vraiment intéressé à tout ce qui était créatif. OK. Fait que créer des projets, des business, des choses, mais le côté chiffre, j'aimais pas ça. Bon. Puis là, c'est aujourd'hui que j'en paye plus le prix. Comme là, je disais, je suis dans mon ère de maîtrise de ma finance de plus en plus. Ah, c'est bien. Mais mieux vaut tard que jamais. Ah, j'aurais voulu faire ça le 10 ans quand j'ai commencé en affaires au final. Je pense que tu disais aussi à Christine que comme tu as toujours peut-être senti cette petite fibre entrepreneuriale-là au fond de toi. Tu sens, c'est quand le déclic que tu sens que tu as eu peut-être cette envie-là? Est-ce que c'est au secondaire? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu sentais en toi qui faisait, moi, un jour, je vais avoir une entreprise ou un projet à moi? Honnêtement, je dirais quand j'ai commencé à regarder Dans l'œil du dragon, OK. je pense que c'est la première saison, je sais pas, c'est une des premières émissions d'entrepreneuriat que j'ai regardées quand je suis arrivée ici. J'avais toujours eu cette fibre-là dans le sens que, comme j'expliquais, je faisais des bracelets de laine, j'avais toujours comme envie de créer quelque chose puis de le vendre ou de l'offrir, peu importe. Mais quand j'ai commencé à regarder Dans l'œil du dragon, je me suis intéressée un peu plus à Shark Tank, Dragon's Den, toutes ces émissions-là, puis je me suis dit, waouh, il y a des gens qui peuvent créer vraiment quelque chose de rien du tout, puis ça prend de la valeur, puis ça devient comme gros, là. Fait que ça m'a toujours comme fascinée un petit peu. Donc, je m'étais toujours dit, un jour, ça va être mon tour, un jour, ça va être mon tour. Mais en attendant, il fallait que je fasse mes études parce que ma mère n'avait pas quitté tout son petit confort au Cameroun pour venir ici pour que j'étudie en mode ou je sais pas trop quoi. Moi, j'ai rien contre ça, hein, mais ma mère, c'est immigrante classique de médecin ou tout ce que tu veux. Même que quand j'ai décidé d'aller en comptabilité, on était en froid pendant quelques semaines. OK. Ouais, parce qu'elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente parce que, bon, bref. Ingénieur, je pense que ce serait passé un peu mieux, mais non, compta, ça passait pas. Et finalement, je pense qu'elle est bien correcte maintenant, là, avec mon choix de carrière et tout. Mais vraiment, je dirais que Dans l'œil du dragon, ça a été quelque chose qui, je me suis dit un jour. Ça a toujours été comme dans le bac de ma tête et tout, mais il fallait que je fasse beaucoup de choses avant, comme fonder ma famille, me marier, tout ça, pour que mes parents me laissent tranquille, pour que je puisse faire ce que je veux après sans qu'on me mette de la pression et tout. Est-ce que c'est typique, peut-être, famille camerounienne? Je dis pas n'importe Camerounaise. Camerounaise, merci beaucoup. Pas juste camerounaise. Je dirais... Prendre n'importe quel immigrant qui vient de n'importe où. Je suis pas mal sûre que ça va être la même chose. Hein. Ça va vraiment être médecin, avocat, ingénieur. Peut-être aujourd'hui, vu que l'entrepreneuriat se démocratise, c'est un petit peu moins comme ça. Mais je dis ça sous toute réserve parce que mon petit frère aussi veut être entrepreneur. Il est entrepreneur, mais... Ma mère a de la misère avec ça aussi. Regarde, tant que tu n'as pas fait tes preuves. Hein? Exactement. Il n'a pas encore fait ses preuves. Fait que ma mère est comme pas encore. Même moi, malgré que je suis allée au Dragon, malgré que des fois, je lui montre les chiffres, je dis, c'est une vraie business, là. Il y a encore le petit... Ouais, mais tu sais, ça reste un side. Elle voit pas que ça pourrait un jour être mon activité vraiment à temps plein. Je pense que ça, elle le conçoit juste pas que c'est possible. Il faut vraiment avoir son travail. Elle est encore bloquée là, mais elle me soutient. Mais tant que ça reste mon side hustle. Des fois, c'est une vieille mentalité un peu qui va évoluer avec les années. Mais oui, je veux dire, tu fais ton parcours, puis à un moment donné, elle n'aura pas le choix de juste... Ah oui, elle va vivre avec... c'est mes choix, là. On dit là, j'ai fait tout ce qu'elle voulait. Là, j'ai fait ce que je veux vraiment. Là. Donc, elle vivra avec les conséquences de ça. T'as-tu eu d'autres expériences avant Miss Iris, avant qu'on en parle un petit peu plus de projets potentiels, de tentatives de projets qui ont peut-être pas porté fruit, puis que, tu sais, les fameux premiers échecs, des fois, de la vie entrepreneuriale? Attends, je vais juste me racler la gorge. Vas-y, pas de parler.
Donc oui, j'ai déjà vendu des perruques. OK. J'ai déjà vendu, tu sais, les bombes de bain. Je faisais ça, mais pour la douche, OK. avec des bombes de douche. J'ai déjà vendu des vêtements que je fabriquais moi-même. Donc oui, j'ai déjà eu plein de petites expériences. Mais c'était... Quand ça devenait difficile, j'avais tendance à laisser tomber. OK. Donc, je faisais ça, c'est difficile, je laisse tomber, je commence autre chose et tout. On dirait que je me cherchais un petit peu. Mais ce que je réalisais pas, c'est qu'à chaque fois, j'apprenais quelque chose. Puis la fois d'après, c'était un petit peu mieux que la fois d'avant. Puis la fois d'après, c'était un petit peu mieux que la fois d'avant. Fait que quand j'ai décidé de commencer Miss Iris, et c'est drôle parce qu'avant de faire Miss Iris, qui est aujourd'hui, j'avais fait comme un petit peu de dropshipping de sac à main, il y a quelques années et tout, juste pour savoir comment tu vends un sac à main, mettons. Ouais. Donc, quand j'ai décidé de commencer Miss Iris, tout le monde dans mon entourage savait que j'étais tout le temps en train de vendre quelque chose et tout. Donc, j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux parce que là, je m'étais dit, cette fois, c'est la bonne. Je vais vraiment je vais incorporer la compagnie, créer ses propres comptes de banque, avoir vraiment toute une structure, faire un plan d'affaires. Je n'avais jamais fait de plan d'affaires avant ça et tout. Okay. Donc, mais là, j'avais décidé de parler de ça à personne, à part mon mari et tout. Parce que j'étais fatiguée de tout le temps dire « Ah, je vends ci, je vends ça » dans mes réseaux personnels. Puis, plus personne n'allait me prendre au sérieux et tout. Donc, pendant, mettons, la première année ou le premier comme 15 mois, il n'y avait personne en dehors de mon cercle proche qui savait que je faisais Miss Iris. Personne ne savait. Donc, ça a fait son petit bout de chemin tout seul, créé sa propre communauté, etc. Vraiment en dehors de moi, ma personne, en dehors de mon cercle à moi. Donc, il n'y avait pas d'amis qui repartageaient mes posts parce qu'ils n'étaient juste pas au courant et tout. Donc, quand ça a commencé à être, vraiment, je considérais une compagnie à part entière, j'ai tranquillement commencé à l'introduire dans mes réseaux sociaux personnels. Okay. Et c'est là que les gens l'ont découvert, mes anciens collègues, mes amis et tout. Puis on dit « Wow, t'as vraiment créé ça. » Fait que ça, c'était... Vraiment cool. Ouais. Je te pose une question un peu... Je vais l'appeler indiscrète, mais tu me dis si tu veux lui répondre ou non. Les Québécois, je pense qu'on est souvent pas tant reconnus pour s'encourager les uns les autres. Moi, c'est aussi mon expérience entrepreneuriale. Comme je le vois souvent, on a beau dire hey, on encourage Québécois, ou là, on le vit un peu avec ce qui est arrivé avec les États-Unis. Il y a plus de gens un petit peu qui achètent local. Il y a un engouement vers ça. Mais dans le passé, j'ai pas nécessairement senti que les Québécois sont tout le temps, surtout les Québécois, appelons-les de pure souche, qui vont s'encourager les uns les autres. Est-ce que toi, depuis que tu es en affaires, tu sens que autant, on peut dire les immigrants, communauté noire, Cameroun, autres, vois-tu une différence sur le soutien dans tes projets ou tes choses? La majorité des gens qui achètent mes sacs sont des gens que je ne connais pas. Okay. Je veux dire, ce que tu décris de la communauté québécoise, je te dirais que c'est quelque chose que je sens aussi dans la communauté immigrante. Okay. C'est sûr que je ne vais pas être ingrate parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me soutiennent, des personnes qui ne me connaissaient pas, qui vraiment soutiennent le projet et tout. Mais je te dirais que j'ai perdu des amis. OK. Avec ce projet-là. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes que je m'attendais à avoir un petit peu plus de soutien de leur part, que j'ai été déçue. Là, j'ai plus d'attente envers personne. Genre, je me fie à ce que moi je fais, puis that's it. Il y a personne qui me doit rien. Personne ne doit me soutenir ou quoi que ce soit et tout. Là, je veux dire, chacun a ses problèmes et tout. Mais je te dirais que c'est la même chose partout. Ouais. Mais avec le temps, je te dirais plus la compagnie devient comme légitime, surtout depuis le passage au Dragon. J'ai vraiment eu un élan de soutien que je ne m'attendais vraiment pas. Mais avant ça, c'était quand même un petit peu difficile. C'est sûr que, comme je dis, je ne vais pas être ingrate. Je remercie vraiment toutes les personnes qui soutiennent et tout. Mais je te dirais qu'il y a toujours quelque part, tu fais ce que d'autres personnes n'osent pas faire. Fait qu'il y a toujours j'ai souvent le commentaire « Oh, quand je te vois aller, je me dis que moi, je ne fais rien de ma vie. » Okay. J'ai souvent des personnes qui me disent ça, mais tu sais, c'est pas une compétition, là. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut dans le temps qui est alloué, puis c'est pas tout le monde qui doit être entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes qui commencent l'entrepreneuriat juste parce qu'ils ont vu d'autres personnes le faire et tout. Faites pas ça. Oh mon Dieu, il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. C'est trop difficile pour le faire pour les mauvaises raisons et tout. Donc, oui, je te dirais que le soutien est un petit peu difficile, mais à un moment donné, on s'en fout, là. Je m'en fous. Genre, soutiens-moi, merci. Si tu me soutiens pas, c'est pas grave. T'as tes problèmes, t'as ta vie, c'est correct. C'est bon à savoir quand même qu'on est dans la même situation au final. Oui. Si on parle justement de Miss Iris, pour les gens qui connaissent peut-être pas ça à la maison, qui ont peut-être pas vu l'épisode dans l'œil du dragon, peux-tu nous en parler un peu plus, qu'est-ce que c'est en détail? Puis encore une fois, comment tu es peut-être venu avec cette idée-là? Je comprends que le dropshipping, puis pour avoir été là-dedans aussi dans le passé, je trouve que c'est une belle initiation à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que tu testes, autant des budgets, des choses, tu vois un petit peu comment c'est les affaires avant d'avoir tes propres produits. Exactement. Toi, comment ça peut être justement lancer l'idée d'y aller comme all-in? C'est toi qui vas avoir ta propre compagnie. Tu veux nous en parler un peu?
Quand je faisais du dropshipping de sacs, ça m'a appris justement Facebook Ads, marketing, créer un site Shopify, toutes ces choses techniques-là que je connaissais peut-être pas avant. Mais tout l'aspect, j'avais pas de contrôle sur la qualité des sacs. J'avais aucun contrôle sur vraiment l'expérience client. Ça prenait du temps, dropshipping, tu sais, les clients recevaient en 3 semaines, 2-3 semaines et tout. Fait que j'ai appris vraiment le côté technique, mais j'aimais pas vraiment l'expérience client. Pour moi, s'il y a une chose qui est importante en affaires, c'est l'expérience client parce que sans mes clients récurrents, je ne serais même pas en business, là. C'est ça qui, pour moi, il n'y a rien de plus important que l'humain là-dedans. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé que j'avais assez compris, tu sais, comment faire la pub, Shopify, etc., je me suis dit, là, il faut vraiment que j'ai du contrôle sur la qualité des produits que j'offre. C'est quoi les produits que j'offre, premièrement, et tout. Donc, quand en 2020, j'étais enceinte de ma première fille. Donc, l'idée commençait à germer dans ma tête. Mais bon, il y a eu Covid, première grossesse, je venais d'acheter ma maison et tout. Je me suis dit, non, là, c'est too much. Je vais me calmer. Je suis retournée travailler après mon congé de maternité. Là, en 2022, je suis retombée enceinte en fin 2021. Mais bon, 2022, j'étais enceinte de nouveau. Là, je me suis dit, là, ça va être un bon moment parce que là, je suis plus familière avec la maternité. Je sais à quoi m'attendre. J'ai tout ce bagage-là de tout ce que j'ai déjà eu à vendre dans ma vie. Donc là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Moi, ma passion, elle a toujours été la mode. Moi, c'était comme mon truc. Et quand je faisais mon petit ménage, tu sais, en milieu de grossesse, fin de grossesse, on veut tout refaire à la maison en prévision de l'arrivée du bébé. Donc, moi, je rangeais mes choses à moi au lieu de ranger les choses du bébé. Un peu spécial. Mais là, je m'étais rendu compte, je regardais mes sacs. Je savais que si je me lançais en mode, je n'allais pas faire les vêtements parce que les tailles et tout ça, moi, c'est un nightmare. Je ne voulais pas gérer ça. Les chaussures, pareil, les tailles, etc. Donc, les sacs, j'avais déjà fait du dropshipping, donc je savais que ça allait pas mal être les sacs. Et là, quand je regardais, je me dis, mon Dieu, il y a tellement de compagnies de sacs. Je ne sais même pas par où commencer. Je me disais, à moins d'avoir un budget marketing complètement énorme, c'est juste impossible de se faire une place là-dedans. Mais en faisant ce petit ménage-là, je me suis rendu compte que quand je regardais mon sac de travail, c'est souvent un sac noir plate, là. Genre, tu sais, il n'y a rien dessus. Puis ça m'a coûté comme 250 pièces juste parce qu'il y avait comme un petit logo dessus. Fait que je regardais ça. Puis après ça, je regardais les sacs que je portais quand j'allais comme un mariage, un anniversaire. Eux sont fancy, là. Eux, ça brille. Puis ça, c'est correct. Je me dis, mais pourquoi je ne pourrais pas avoir le même niveau de fancy, mais dans mon gros sac de travail, tu sais, de tous les jours. Tu sais, pourquoi il faut toujours que ce soit le sac noir plat? Il faut juste que ça contienne un ordi puis that's it. Donc, mon but, c'était vraiment de mélanger ce petit côté fancy événement à mon sac pratique de tous les jours qu'il faut, à un prix qui a du sens, parce que je regardais les prix des sacs, des fois, ça n'avait pas de sens. Puis surtout, la qualité, parce qu'on travaille tellement dur pour notre argent dans cette économie. Tu ne veux pas acheter quelque chose qui brise genre, dans 3 mois et tout. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée vraiment de mélanger ces 4 critères-là et de faire vraiment un sac super fancy, genre vraiment comme si tu allais à un événement, mais pratique pour ta vie de tous les jours, puis à un prix qui a du sens, puis avec une qualité exemplaire. C'est vraiment cool. Oui, donc c'est comme ça que c'est parti. Quels ont été peut-être les premiers challenges vis-à-vis justement d'une compagnie comme ça, ou est-ce que j'ai été habitué dans le passé à du service, faire du service, une compagnie de service où est-ce que tu vends ton temps, puis ça, c'est pas trop difficile, mais ça prend du temps. Après ça, compagnie de produits, mettons mes boissons-là, je le sais un peu les challenges que tu peux avoir. Toi, dans comme ça, premièrement, la mode, quelque chose qui, je pense, a la clientèle la plus sévère, je vais le dire comme 100%. ça. Beaucoup de choix, mais très pointilleux sur les détails et sur qu'elles veulent au final. Exactement. C'est quoi peut-être les premiers challenges? Bien, premièrement, c'est quoi le sac que je vais vendre? Comment designer le sac? Moi, je n'ai pas de background en mode. Autant que j'adore la mode, je n'ai pas étudié là-dedans et tout. Donc, c'était premièrement designer les sacs. Puis, en dropshipping, tu n'as pas vraiment de risque financier dans le sens que tu n'as pas d'inventaire. Là, non seulement il fallait que je commit à designer un sac, mais il fallait que j'en prenne au moins 100 unités pour commencer. Tu sais, c'est tout l'enjeu financier du début, que tu mets de l'argent upfront, tu n'as aucune idée si ça va vendre. Personne ne connaît ta marque. On ne sait pas qui t'es. Moi, je ne suis pas influenceuse. Je suis zéro influence. Personne ne sait qui je suis. Pourquoi quelqu'un va acheter ma marque, en fait? Donc, c'était le gros challenge déjà de se faire connaître. Puis, je n'avais pas de produit. Fait que j'avais commencé à créer ma communauté sur Instagram avant même de lancer les produits. Commencer à parler, commencer à dire ça s'en vient et tout. Commencer à avoir ce petit... Je voulais que, c'est ça, le jour que je lance, je voulais avoir au moins une vente, s'il vous plaît. Fait que je te dirais que le gros défi, c'était vraiment de trouver le produit parce que je savais que je n'allais pas pouvoir lancer des collections tout le temps. Fait qu'il fallait que je vise juste avec les produits que j'allais lancer au début. Puis aussi tout l'enjeu financier de
plusieurs unités puis de se faire connaître. C'est sans clair. rien avoir. À quel point tu trouves ça important, le service client, justement, l'expérience client? Est-ce que de partir d'avance un petit peu comme ça, tu as pu utiliser un petit peu le feedback des gens pour t'aider à concevoir exactement ce que tu penses que ces personnes-là voulaient? J'ai pas nécessairement montré les sacs avant que ça sorte et tout. Vers la fin, oui. Mais quand je concevais les sacs, ça a plus été mon entourage ceux qui savaient que je lançais le projet, parce que comme je t'ai dit, c'est pas tout le monde qui savait. Donc ma mère, quand je dis mon entourage, c'est sûrement ma mère, ma sœur, puis quelques amis proches à qui j'ai demandé. J'ai testé aussi pendant longtemps les sacs, je les ai portés et tout. Puis je me disais, si moi, j'en ai besoin, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui en a besoin. C'est certain. Fait que je me suis dit, je vais bien trouver quelqu'un là-dedans qui voit la même chose que je vois quand je vois le sac. Puis le sac dont je parle quand je te dis ça, c'est mon Miss Boss, qui est mon sac de travail, le premier que j'ai lancé, qui reste mon best-seller jusqu'à ce jour. Okay. C'est le sac que j'ai le plus vendu depuis que j'ai parti cette aventure-là. Puis quand moi, je le voyais, pour moi, ça cochait toutes les cases. Puis je me suis dit, je suis une femme, il y a beaucoup d'autres femmes comme moi. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont voir ce que je vois. Si ça me prend 3 ans à vendre le 100 unités, ça va me prendre 3 ans. Ça m'a pris 3 mois, finalement. Okay. Fait que c'était le fun, ça veut dire que j'avais visé juste. Donc, ouais. Très, très cool. Hey, on va prendre une petite pause avant qu'on parle un petit peu de Miss Iris, parce qu'on a un petit cadeau pour toi sur le podcast. Oh, sérieux? Oh, moi, j'adore les cadeaux. On a réussi à avoir ton logo Miss Iris. Non! Fait que si tu veux prendre une petite 2 secondes pour le rouvrir, parce que c'est pas juste un sac, t'as un sac de sport Miss Iris. Impossible! Mais à l'intérieur, il y a autre chose aussi. Fait que ouvre-le, tu vas pas regarder avec moi. La caméra, quelque chose? Oh, je suis trop inquiète-toi pas, on la voit partout. Christine est là aussi. Oh my God, merci! Mais ouvre-le, parce que je veux que tu vois à l'intérieur aussi. Il y a vraiment pas juste ça. C'est nos amis de 40 Uniform qui sont un des sponsors du podcast. Je suis choquée. Fait que tu vas avoir ton gear. Oh my God! T'avais-tu déjà des vêtements Miss Iris? Non, mais je te jure, la semaine passée, j'ai regardé pour m'en faire. Voilà, c'est fait. Oh mon Dieu, merci. Merci beaucoup. Oh my God. Elle aime une camisole. Oh my God. Hey, vous êtes pas sérieux, là? Ben oui, of course. Oh my God. Oh my God. J'ai envie de me changer. Oh, il y en a... Mais non, pas un hoodie en plus. C'est-tu un hoodie? Ouais. Oh, je capote. Il y a même un pantalon. Oh my God. C'est un mix? C'est les deux ensemble? Ouais. Génial, ça. Un set, ouais, j'adore ça. Hein? Oh my God, merci! Fait qu'on remercie à la maison les amis de 40 Uniform. Si vous aussi à la maison, vous recherchez peut-être des vêtements personnalisés, allez voir ça, 40.ca. On a le code SAM10 si vous voulez l'utiliser. Puis vous aussi, vous pourrez avoir une réaction comme Aïcha avec vos vêtements. Oh, je te jure, là, genre, la semaine passée, je regardais pour me faire des trucs brandés, là. Oh et voilà, my God. Si jamais tu veux le contact, ben, ils sont très, très cool aussi. Oui. Fait qu'on t'enverra le contact de 40. Oh my God, merci beaucoup, je suis trop contente. Oh my God. Si on prend cet élan de bonheur-là pour parler de tes enfants un petit peu, qu'on parle justement peut-être de ta venue maman depuis quoi maintenant? Là, 4 ans, 5 ans? Ben, ma fille vient d'avoir 5 ans, la première. La mienne aussi aujourd'hui. Oh, aujourd'hui! Oh my God! Ça fête aujourd'hui. La mienne est née en mai aussi. On est en mai encore, hein? Ouais. Ouais, fait que toi aussi en mai, elle vient d'avoir 5 ans. Bon, le 16 mai, ouais. On était timés. C'est ça! Après 40 à l'école en septembre. Oui. Oh, je suis un mess. Hier, on avait la première rencontre virtuelle avec l'école. Oh, j'ai pleuré. Ben, regarde, tant mieux. Oh, ça passe tellement vite, hein? Oui, je sais, c'est fou. Oh my God. Tu dis ça fait 5 ans, mais techniquement, ça fait quasiment 6 ans, parce que, tu sais, 9 mois dans le ventre, c'est fou pareil, là, que depuis aussi longtemps déjà. Ça passe tellement vite, là. Tu sais, quand je la vois grandir, puis même ma petite, là, je me dis... faut vraiment que ça me motive comme à continuer à faire ce que je fais, parce que, tu sais, on dirait que je me dis, si je fais rien, ma vie va me passer à travers... Parce que ça passe tellement vite. Ouais. Tu fermes les yeux, puis il y a déjà une autre journée qui est passée et tout. Fait que si tu n'as pas fait ce que tu voulais faire, peut-être que demain... Pas que demain, ce sera trop tard, mais c'est une journée de perdu que tu n'auras plus jamais et tout. Donc, je suis d'accord. Comment est-ce que tu concilies, justement, travail et peut-être maman? Tu sais, on voit de plus en plus des mamans au foyer. On voit des entrepreneurs, puis je pense plus des hommes, mais peut-être des femmes aussi, ultra travail, puis c'est très mentalité, je veux provide pour mes enfants plus tard, donc je vais travailler, puis plus tard, on reprendra du temps. Toi, comment est-ce que tu deals avec ça en ce moment? Je survis. Okay. J'aime ça. Je vais pas te glamouriser ça, c'est pas facile, parce que moi, j'ai encore mon corporate job, là, je travaille encore comme CPA. J'ai Miss Iris, puis j'ai les 2 enfants, j'ai le mari aussi, il faut s'en occuper de lui aussi. Ça, je peux rien dire.
Donc, honnêtement, je te dirais que ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai un gros support system. Tu sais, mon mari et moi, on est vraiment 50-50 sur les enfants. Donc, on a un horaire précis. Donc, il y a des matins, c'est lui qui les prépare, qui les amène à la garderie. Il y a des matins, c'est moi. Puis, même chose pour le soir, le souper, le bain. Fait que j'organise un petit peu ma vie à travers ça. Je sais c'est quoi les journées où je pourrais travailler, où je pourrais moins travailler et tout. Donc, à ce niveau-là, ça va. Tu sais, j'ai ma mère, j'ai mon père, mon frère, ma soeur. Bon, tout le monde habite quand même à quoi, 20-25 minutes de chez moi. Donc, si j'ai besoin d'aide, quand même assez rapidement, il y a toujours au moins une personne. Mon mari aussi de son côté, il y a son frère, sa sœur. Donc, on est quand même très bien entourés. Ça reste que, tu sais, on reste les parents des enfants. Donc, on ne peut pas juste shipper nos enfants aux autres personnes, genre, occupez-vous des enfants, là. Donc, ça reste difficile. Puis, tu veux quand même passer du temps de qualité avec les enfants. Tu ne veux pas être sur ton sel tout le temps pendant que les enfants sont en train de souper et tout. Tu veux passer du temps. Donc, c'est challengeant à ce niveau-là, vraiment, de te dire, tu sais, je dépose mon sel, puis je suis vraiment... C'est le temps des enfants et tout. Puis, ils sont petits, hein, tu sais, ils ont besoin de maman et tout. Donc... mais avec mon support system, dans le sens que des fois, j'ai pas besoin de cuisiner, c'est ma mère qui cuisine. Des fois, on se commande des repas et tout, donc ça me libère à ce niveau-là. Des fois, j'ai de l'aide pour le ménage aussi, parce que je peux pas tout faire et tout. Je te dirais que mon gros défi vient plus de mon corporate job. Parce que c'est 9 à 5, mais c'est pas vraiment 9 à 5. Il y a toujours une urgence, il y a toujours quelque chose. Je prends aucune pause dans la journée. C'est vraiment c'est même pas les heures, c'est le stress constant il y a des délivrables tout le temps. Il y a des livrables, il y a des livrables. Fait que la charge mentale, j'essaie vraiment de mettre une barrière entre la charge mentale et moi parce que j'ai déjà une grosse charge mentale avec mes séries, c'est les enfants. Fait qu'à un moment donné, je veux pas tomber en burn-out non plus, là. Donc, je me mets vraiment des barrières. Donc, tu sais, je dis clairement, moi, à une certaine heure, je ne suis pas là. Je veux dire, il y a une urgence, mais tu sais, moi, mes enfants ne disparaissent pas quand il y a une urgence au travail. Exact. Donc, je suis désolée, là. Je fais ce que je peux dans les heures que j'ai. Puis il n'y a personne qui meurt, on ne fait pas d'opération à cœur ouvert et tout. Tu sais, ça reste à la comptabilité, là, fait qu'on va se calmer un petit peu. 100%. Donc, je mets vraiment des boundaries, des limites, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Puis je me suis retrouvée dans des situations où mon corps avait des réactions physiques au stress. J'étais juste plein de stress différents, de différentes sources accumulées. Donc, maintenant, je m'organise en fonction de quand c'est mon tour ou quand c'est pas mon tour avec les enfants et tout. Puis, il y a comme une petite règle que j'aime, la règle du 80-20. Puis ça, c'est mon mari qui me pousse à faire ça. Il me dit qu'il y a 80% des tâches qu'on fait qui amènent juste 20% des résultats, mais il y a 20% des tâches qu'on fait qui ramènent le 80% des résultats. Donc, tu sais, quand c'est rendu le soir, je suis fatiguée, puis il me reste comme 1 heure de travail. J'essaie de voir c'est quoi la tâche que je vais faire qui va me rapporter des ventes. Est-ce que je vais aller faire du social media ou est-ce que je vais aller revoir ma pub Facebook pour que le lendemain soit plus performante ou est-ce que je vais aller répondre à des courriels de clients? Tu sais, c'est comme qu'est-ce que je fais et tout. Fait que moi, je priorise toujours les tâches à haute valeur ajoutée. C'est bien. Mais le service à la clientèle est aussi très important. Je veux pas que les gens attendent trop longtemps quand ils m'envoient un message et tout. Donc, c'est comme de balancer tout ça là. Je prends les messages les plus urgents en premier, etc. Donc, Superwoman. Pas le choix. Je prends ça vraiment un jour à la fois, là. Mais c'est bien, parce que c'est ce qui est difficile, puis que toi, en plus, tu as une corporate job, en plus de la business, je veux dire, c'est énormément. Puis je pense que c'est bien même d'appliquer, à voir si toi tu fais aussi, mais le 80-20, même sur les activités de la maison pour les enfants. Tu sais, moi, souvent, je déteste quand c'est sale ou autre. Fait que, tu sais, mettons la vaisselle, puis ma femme est un peu plus celle, je vais pas dire laisser aller, mais elle est très vivre et laisser vivre, puis le temps, c'est les enfants. Bon, mais tu sais, elle me dit souvent comme la vaisselle, tu la feras plus tard ou on la fera demain ensemble pour qu'on puisse passer du temps avec les enfants parce qu'ils s'en vont. Tu sais, des fois, tu reviens de la garderie, il est 5h, 5h30, faut que tu soupes, faut que tu ailles le bain, puis ils se couchent à 7h30, 8h. Fait que t'as pas du temps de qualité avec eux autres. Là. C'est très, très rapide. Puis le week-end, OK, fine, mais le week-end, c'est 1 à 2 journées, puis des fois, tu sais, ça va vite. Ouais, ça va vraiment vite. Ça va vraiment vite. Parce que, tu sais, il faut que tu trouves du temps pour toi aussi là-dedans, là. Je veux dire, t'es une personne avant d'être un parent, tu sais, il faut que tu aies du temps pour toi. Fait comme tu disais, le soir, là, avec la garderie, entre la garderie et le dodo, ça va tellement vite que, tu sais, j'ai pas envie de niaiser à faire la vaisselle à ce moment-là, mais mon mari est comme, ouais, mais ça prend 2 secondes de le mettre dans le lave-vaisselle. Je suis comme, je le mettrai plus tard, là. Je vais juste être comme présente pendant ce temps-là, ou au pire, quand ils seront couchés, je le mettrai, mais je le fais jamais parce que quand ils se couchent, je suis fatiguée, là. Mais oui, c'est vraiment... Moi, je suis comme ma femme, ta femme, là. Ouais. C'est ça, fait que on le fera plus tard. Mais je veux dire, c'est une équipe, souvent, il fait juste le faire lui-même. Ouais. Puis moi, ça m'arrange, là. Ma femme est plus comme, mais t'inquiète, là. Lâche-les, on le fera plus tard. Là. On est très, très fusionnels, faire la majorité des choses ensemble. Fait qu'on essaie aussi d'avoir un horaire comme ça. Mais des fois, tu sais, c'est aussi niaiseux que d'aller faire une commission. Ben, on va s'attendre mutuellement pour la faire ensemble parce que
Ben, c'est parce que sinon, je peux être tout seul avec les enfants ou elle tout seule avec les enfants. Puis c'est un temps qu'on est pas ensemble ou que, tu sais, Nous, c'est l'inverse. vous Parce qu'on se maximisez dit, votre temps. c'est parce qu'on se dit, ça sert à rien qu'on soit fatigués tous les deux. C'est Fait que moi, je vais la faire, la commission. Toi, repose-toi, mais que je revienne, là, toi, range-les, puis moi, je vais me reposer et tout. Ouais. Fait que, Make sense aussi. parce qu'on a les deux avec les enfants, là, je veux dire, on va crier sur eux. Ben, pas crier sur eux, là, mais tu sais, elles vont faire quelque chose, puis ça va nous énerver les deux, parce que pourquoi t'écoutes pas et tout. Ouais. Fait qu'au final, on est les deux irrités, les deux énervés. Fait qu'on a comme le thinking inverse, mais à la fin, il faut faire ce qui fonctionne pour nous. Là. Nous, c'est ça qui fonctionne, parce qu'une fois que les enfants sont couchés, c'est là qu'on a notre me-time, on va regarder un film et tout. Mais quand on s'occupe des enfants, on a tendance à le faire comme séparé, parce qu'on a aussi des philosophies de parentalité quand même. Moi, je suis plus vraiment laissée aller. Lui, il est plus strict. Fait que des fois, quand je le vois comme être strict avec les enfants, moi, ça m'énerve. Je suis comme, laisse-les là, c'est des enfants. Puis lui, il trouve que moi, je suis trop laissée aller et tout. Fait que je suis comme, ton temps avec tes enfants, fais tes règles et tout. Puis mon temps avec les enfants, je fais mes règles, puis that's it. C'est bien. On évite les chicanes comme ça. Les gens qui n'ont pas d'enfants ne le voient pas souvent à quel point chaque petite action est un challenge quotidien, dans le sens où on les aime tellement, nos enfants, mais aller à l'épicerie, c'est un challenge. Oh, moi, je vais... Comme quand ma femme, je vais chez les enfants cadrés, puis qu'elle me dit, peux-tu arrêter au IGA? Puis je suis comme, fuck. Tu sais, je sais que ça va être rough, les sortir les deux de la voiture, puis les bancs, puis les... juste les sortir de l'auto pour les mettre dans le chariot. Ben moi, maintenant, elle marche, elle veut plus... l'hiver... non, moi, je commande mon épicerie, je suis plus capable. Ouais, non, écoute, je choisis mes batailles. Ben, c'est parfait comme ça. Si on revient un peu à Missiris, si on parle de ton passage à l'œil du dragon, justement, qui était un peu comme ce qui a initié ton envie entrepreneuriale, puis finalement, tu as passé à l'émission, j'avais que tu nous parles un petit peu du parcours, puis voir avec toi, est-ce que les étincelles, les étoiles sont toujours là, ou est-ce que ça t'a un peu ramené sur Terre, peut-être sur certaines façons que c'était fait là-bas, puis parle-nous de ton expérience. Oh mon Dieu, je pense que c'est l'expérience la plus stressante de toute ma vie. Je ne peux même pas décrire le niveau de stress, Parce que là, je me dis, là, c'est tout le Québec qui va voir ça. Je peux vraiment me planter solide devant tout le Québec. Puis, genre, j'aurais comme pas d'autre chance de faire une première bonne impression devant toutes les personnes qui me connaissent pas et tout. Fait que moi, je me mettais vraiment énormément de pression. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté, tu sais, physique. Fait que là, j'avais choisi ma robe, ma coiffure, tout ça vraiment en avance. Là. Finalement, mes cheveux n'ont pas bouclé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais... je m'excuse, je pensais que tu me faisais un signe. Donc, mais honnêtement, l'équipe de Dans l'œil du dragon t'accompagne vraiment beaucoup avant la diffusion. Donc, on avait vraiment des meetings réguliers avec ma recherchiste où on parlait de mon pitch, comment ça allait se passer et tout. Donc, le jour de la diffusion, je n'étais pas dépaysée ou quoi que ce soit parce qu'on avait tellement eu de meetings et tout. Il y a vraiment un gros accompagnement. C'est vraiment bien organisé. Moi, j'ai capoté sur l'équipe, là. Ils sont tellement... En tout cas, moi, mon expérience, ils ont été super bienveillants du début à la fin. Donc, ils ont tout fait pour me mettre à l'aise et tout. Donc, ça a été super. Le gros stress, je me le mettais moi-même. C'est ça. Donc, j'avais demandé à mes parents de m'accompagner pour m'aider. Il n'était pas question qu'ils viennent devant les dragons avec moi. C'était pas ça le plan. Ça a comme arrivé quand Georges Cara m'a dit on peut les voir et tout, mais c'était pas ça le plan et tout. Okay. Mais le passage, honnêtement, ça s'est bien passé. Je me rappelle pas de tout. J'ai eu comme un syndrome post-traumatique après, là, où je me rappelais de rien. Donc, quand je l'ai vu à la télé, c'est là qu'il y a des choses qui me sont revenues. J'avais complètement oublié parce que c'était vraiment trop stressant. Puis, entre le tournage et la diffusion, il y a quand même il y a quasiment 2 mois et tout. Fait que on dirait que c'est mon mécanisme de défense pour ne pas y penser tout le temps. C'est que mon cerveau l'a juste comme oublié, puis c'est sorti de ma tête et tout. Mais honnêtement, les retombées de Dans l'œil du dragon, ça n'a juste aucun rapport. Là. C'est fou, je m'attendais zéro à ça. Là. Genre, j'avais comme un chiffre en tête de vente que je voulais, mais oublie ça. Là, genre, ça l'a explosé. Genre, je ne sais même pas comment décrire. J'encourage tout le monde à faire cette émission-là si vous avez une entreprise et tout. Puis moi... Les dragons étaient super bienveillants à mon égard. J'avais un petit peu peur, tu sais, de me faire challenger, poser des questions et tout. Mais ils ont été tellement... Comme il y a beaucoup de compliments qu'ils ont faits qui n'ont même pas été diffusés. Là, ça m'est revenu après que mon syndrome post-traumatique avait comme quitté. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Tu sais, il y a un des dragons qui m'a carrément dit qu'il me voyait assise comme dragon dans quelques années. Crème. J'étais comme... J'ai comme réagi. Je pense qu'ils n'ont pas diffusé ce bout-là parce que j'ai comme freeze quand il a dit ça. Ma réaction avait comme pas rapport parce que il vient-tu vraiment de dire ça, genre? Comme, wow, c'est comme l'ultime compliment, là. Fait que... Non, c'était complètement fou. Je suis pas encore totalement redescendue. C'est drôle parce que ça fait quasiment 2 mois que ça a été diffusé. Parce que je continue à avoir les retombées, la vague d'amour. Chaque jour, j'ai des messages et tout. Donc... Mais le premier 48 heures était... Ça n'avait pas rapport. Là, genre,
Comme la soirée même après la diffusion, c'est drôle parce que mon téléphone était sur un trépied pour filmer comme pendant qu'on regardait et tout. Fait que je voyais pas ce qui se passait sur mon téléphone. Et quand j'ai pris mon téléphone du trépied après avoir fait ma petite danse de « Oh, OK, la diffusion était bien, le pitch était bon. » Là, je vois, ça rentre. Oui. Oh my God. Je refresh 4 000 de ventes, je refresh 10 000, je refresh 20 000, je refresh. Je suis comme « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe et tout? » Incroyable. C'était fou. Quand il arrive des situations comme ça, nous, en ce moment, on vient de le vivre dernièrement avec un beau succès avec Mindblow, que malheureusement, on n'était pas prêt en termes d'inventaire, tu sais, on appelle les fameux forecasts. Toi, dans une situation comme ça, ou un petit peu la même situation, je pense, où est-ce que tu avais un certain succès, puis là, il y a quelque chose comme ça qui vient complètement changer la donne. C'est peut-être quoi la réalité, peut-être pour un entrepreneur comme ça qui est peut-être pas prêt à avoir un aussi gros succès? Puis, étais-tu prête? Écoute, j'ai perdu 10 livres la semaine après la diffusion. Je te niaise même pas. J'ai perdu du poids, je dormais pas. Tu sais, une fois que le gros est passé, c'est comme, merde, j'ai pas d'inventaire. J'en ai juste pas. Mais je vais pas perdre des ventes. Donc, j'ai mis comme précommande sur mes choses et tout. J'avais de l'inventaire qui arrivait. Ça a été delay de, 2-3 semaines. Fait que c'était juste des courriers de « Et où ma commande? » Parce que moi, d'habitude, là, je dis souvent que je livre quasiment plus vite qu'Amazon. Fait que c'est vraiment quelque chose que je suis fière d'offrir comme expérience client. Mais j'avais pas d'inventaire. J'en avais juste pas et tout. Donc, moi, l'expérience client, c'est quelque chose que je prenais trop personnel. Là, j'apprends à me distancier un petit peu, mais tu sais, quand quelqu'un était mécontent, je le prenais vraiment personnel encore il y a quelques semaines et tout. Donc, je dormais pas en me disant « Oh my God, la personne va penser que c'est pas une compagnie legit. » C'était vraiment bad, au point où j'ai même eu des chicanes avec mon mari parce qu'il me disait « Décroche, genre, t'es pas vivable. » Fait que, non, puis je le vis encore maintenant parce que j'ai encore des choses qui sont en précommande et tout, parce que ça a été sold out ou parce que c'est juste pas prêt à temps. Donc, c'est comme l'envers de la médaille, énormément de courriels de où est ma commande, que je répondais et tout. Puis à chaque fois, ça me faisait de la peine. Fait que je me suis mise comme à donner des petits rabais à gauche, à droite et tout, comme un petit peu des réactions émotives que la femme d'affaires un peu plus aguerrie que je suis maintenant versus il y a quelques semaines, je dirais, tu sais, non, explique-leur, mais tu n'es pas obligé de donner des rabais à gauche, à droite. Tu manges, tu tes marges, puis tu perds un petit peu tout l'effet que tu essaies de créer, puis tout ce que tu peux prendre pour réinvestir dans le nouvel inventaire après. Mais j'ai appris comme ça, je mettais encore beaucoup d'émotions. Je travaille là-dessus pour vraiment comme mettre une barrière. Et là, c'est vraiment à tous les niveaux. Comme là, je me suis pris un deuxième cell qui est mon cellulaire Mi Series, où c'est là que toutes les notifications vont aller. Je veux plus de notifications sur mon cellulaire personnel parce qu'il faut vraiment comme faire une barrière. C'est bien. Parce que tout était mélangé, là. Genre, tu sais, moi, je fonctionne avec des to-do. Chaque matin, j'ai ma to-do de la journée, puis mes to-do personnels étaient mélangés avec mes to-do Mi Series, comme to-do du travail, comme tout était mélangé. Fait que maintenant, chaque cellulaire a ses to-do en fonction de ça, c'est mon cellulaire perso. Fait que ménage, etc., c'est dans cette to-do-là. Cellulaire Mi Series, c'est mes to-do de Mi Series. Fait que j'essaie vraiment de compartimenter ça, sinon ma santé mentale allait en prendre un coup, là. Ouais. Ben, c'est bien que tu l'as fait. Puis je pense que c'est un bel apprentissage comme ça que... On voit souvent les compagnies qui ont de la difficulté. Fait que tu as beaucoup d'investissements à mettre puis tu n'as pas assez de ventes. Fait que financièrement, c'est difficile. Mais il y a l'envers de la médaille quand ça va trop bien. C'est aussi difficile parce que là, tu n'as pas assez, mettons, pour tes clients ou là, il faut que tu commandes plus. Donc, il faut encore que tu dépenses plus. Exactement. Puis, tant que tu n'as vraiment pas un roulement qui est stable et à long terme, je pense que c'est difficile. Puis faire des forecasts comme ça, c'est tellement difficile parce que, tu sais, je te souhaite à 1000% que ce hype-là reste tout le temps. Puis je sais que tu vas travailler en fonction que ça le fasse, c'est certain. Mais justement, quand tu pars d'un niveau puis tout d'un coup, tu fais x3, x4, x5, x10 et plus... Ben, puis que t'es pas prêt, c'est là que c'est quand même assez difficile, pas de se relever, parce que je pense que c'est vraiment faisable. Ouais, mais c'est, tu sais, comme je te disais, j'ai beaucoup de clients récurrents, énormément de clients récurrents et tout. Fait que de me dire, s'ils avaient eu leur commande tout de suite, ils seraient revenus. Parce qu'il y en a qui ont quand même attendu comme 3 semaines pour avoir leur commande, puis tout de suite après, ils ont recommandé. Fait que je me suis dit, oh my God, s'ils avaient eu leur commande tout de suite, ils auraient déjà recommandé encore plus. Puis il y en a que ça leur a laissé un goût amer. Fait que, tu sais, je me dis, il va falloir que je travaille fort pour réavoir ces clients-là et tout. Fait qu'il y a tout ce travail-là que, tu sais, c'est difficile, comme tu dis, de ne pas avoir assez de commandes, mais c'est difficile aussi d'avoir trop de commandes. Je préfère être dans la situation de trop de commandes que pas assez, là. Mais il y a tout cet enjeu-là aussi. Fait que si c'était à refaire... Mais tu sais, tu peux pas savoir en avance. Non, c'est facile à dire maintenant, mais tu peux pas le savoir en avance. Mais là, j'ai le défi de Q4. Tu sais, comment ça va se passer? Q4, quel niveau de stock je dois avoir? Je peux pas être dans la même situation parce que là, pour Noël, tu sais, ça leur prend leur cadeau. Là. Black Friday et compagnie. Black Friday et compagnie, tu sais, je peux pas être dans la même situation. Fait que là, il faut réinvestir beaucoup de cash et tout pour l'inventaire. Donc, c'est stressant.
Parce que quand je savais que j'allais passer au dragon, je savais qu'il fallait mettre beaucoup de cash pour l'inventaire aussi, sans savoir si j'allais vendre. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu la même situation encore. Tu sais, tu le sais pas, est-ce que je vais en avoir trop? Trop de cash, c'est pas trop d'inventaire, c'est pas assez de cash. Fait que pas assez de cash, ça peut venir avec toutes sortes de problèmes aussi. Mais bon, écoute. Non, ça prend comme des années de succès comme ça pour être capable après de savoir que de façon saisonnière, ben je sais qu'à tel moment de l'année, j'ai tel flux de ventes de plus et autres, puis après ça, ben tu surfes là-dessus, mais c'est pas facile autant quand tu débutes que quand même, ben ça se peut que ça fasse une couple d'années que tu sois en affaires, mais que tu n'avais pas encore eu le succès que tu penses que tes produits méritent ou autre, mais quand ça arrive et que tu n'étais pas prêt... C'est difficile. Ah ouais, on est dans une situation similaire, je pense aussi. Au final, est-ce qu'il y avait eu puis on peut voir si tu en parlais ou pas, une entente avec les Dragons? Y avait-tu quelqu'un qui avait investi? Comment ça avait fonctionné? Il y avait eu Anne Martel qui m'a fait une offre aux Dragons. Comme vous savez, souvent, les offres qu'on voit à la télé ne sont pas nécessairement les offres qui arrivent dans la vraie vie. Ouais. Je te dirais qu'à ce jour, j'ai déjà rencontré Anne Martel 2 fois. On se parle. On parle de la croissance. Elle croit beaucoup vraiment au projet. C'était vraiment pas un truc juste de la télé. Elle croit vraiment au projet et tout. Puis on était supposé se rencontrer demain encore pour la 3e fois. Mais bon, finalement, j'ai un autre rendez-vous. Fait qu'on va se voir peut-être la semaine prochaine et tout. Donc, juste pour dire que la conversation continue. Et on discute vraiment éventuellement d'avoir un partenariat. Il n'y a rien qui est signé pour l'instant et tout. Mais on discute encore, là. Fait que la porte est très ouverte. Fait qu'en général, ton expérience... Parce que je sais pas, tu es la combienième qui a passé dans l'œil du dragon qui vient sur mon podcast. J'ai eu la chance d'avoir un bel éventail de gens à l'émission, puis je trouve ça vraiment cool. Il y en a plusieurs qui ont eu une excellente expérience, certains qui n'ont pas aimé leur expérience, certains que l'après n'a pas été ce qu'ils pensaient, ou toi, je pense que de A à Z, ça a été génial. Là. Oh mon Dieu, j'aurais même pas pu rêver de ça. Là. Genre, tu sais, mes parents viennent sur le stage, et je te dis, l'impact, là, ça s'est rendu en Afrique, en Europe, tu sais, au Cameroun. Il y a des célébrités du Cameroun qui m'ont écrit par la suite parce qu'ils trouvaient que je représentais quelque chose et tout. Donc là, je veux dire, j'ai comme une capitale sympathie qui va tellement au-delà du Québec. Là, c'est vraiment l'Europe, l'Afrique et tout. Donc moi, je m'attendais zéro, vraiment zéro. Comme il y a la plus grosse actrice en ce moment du Cameroun qui... Elle va recevoir son sac Miss Series comme cette semaine. Ouais, c'est fou. Juste parce qu'elle a commencé à commenter sur la publication sur TikTok. J'ai vu ça, fait que directement, j'ai envoyé un message et tout pour dire merci. Puis on a commencé à se parler. Ça dépasse vraiment ce que je... Oh non, je veux dire, c'est un des highlights de ma vie, assurément. Là. Genre, je m'attendais pas à pleurer devant les dragons. Là. C'était fou, là, à tous les niveaux. Franchement, là... Moi, j'ai rien à dire. Je m'attendais pas à avoir une offre non plus. Fait qu'en plus, j'ai eu une offre. Donc, moi, comme toutes les cases sont cochées. Là. Fait que, Le vois-tu comme un potentiel retour aux sources, un peu, avec justement comme ça des acteurs, actrices du Cameroun qui viennent vers toi? Puis est-ce que tu le vois comme une potentielle percée là-bas? Puis on parlait tantôt de communautés qui s'encouragent et autres, puis qu'on disait qu'ici, c'est quelque chose. Mais comme, est-ce que tu sens que le Cameroun pourrait être un endroit qui pourrait encourager... Non seulement le Cameroun, mais je veux dire... l'Afrique en général. Il y a une grosse diaspora, comme beaucoup d'immigrants en Europe, qui ont les moyens de se payer des sacs Miss Series et tout. Donc, puis j'ai des commandes qui vont en Europe en ce moment. Puis beaucoup de messages de personnes qui me disent, est-ce que c'est disponible en Belgique, en Suisse, en France, en Allemagne, etc. et tout. Donc, ce serait pas bien de ma part de ne pas explorer ce marché-là. Par contre, moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas brûler les étapes dans la vie. Mm-hmm. Je pense vraiment que je dois consolider ma présence au Québec avant, ma présence au Canada et tout, puis ensuite explorer ces marchés-là assurément parce que je me le fais demander pourquoi je dirais non et exact. Tout. Mais je ne veux vraiment pas brûler les étapes parce que je pense qu'une fois que tu comprends ce qui fonctionne, tu dois juste l'amplifier. Les marchés là-bas sont différents. En Europe, ils sont beaucoup dans le vrai cuir. Moi, je suis dans le cuir vegan. Fait que la manière de leur parler est différente. Là, je sais comment parler à mes clientes québécoises, à mes clientes canadiennes, quel langage aborder quand je m'adresse à eux dans les réseaux sociaux, dans mes mail lists, etc. Mais en Europe, je ne sais pas encore comment leur parler et tout. Même si je viens d'un pays qui a été colonisé par un pays européen et tout, puis que je comprends quand même beaucoup la culture, ça reste que c'est une clientèle beaucoup plus difficile qui a des exigences, tu sais, tout le berceau de la mode quasiment est en Europe et tout. Donc, je ne peux pas aller leur parler comme je parle à mes clientes québécoises. Donc, il y a tout un travail d'apprentissage à faire. Je ne veux pas brûler les étapes, mais 100% que c'est un marché à explorer. J'adore ça. Si on revient à ton principe du 80-20, dans la situation que tu vis en ce moment, dans cette espèce de croissance, hyper-croissance même que tu vis en ce moment, qu'est-ce qui, selon toi, est la prochaine étape un petit peu plus
d'investir dans de nouveaux produits pour aider cette clientèle récurrente-là ou continuer un maximum d'acquisition client? Puis je te dis le 80-20 parce que je sais que tu vas vouloir mettre tes efforts dans le 20% qui va rapporter ton 80%. Fait qu'est-ce que c'est de travailler fort, les ads, les compagnies autres, à acquérir encore plus de clients dans ton inventaire actuel, ou on est déjà aux étapes de créer des nouveaux produits pour amener plus de produits pour la clientèle existante? Donc, comme je te disais, moi, je suis une personne très prudente. Je ne vais pas non plus commencer à diversifier. Je sais ce qui marche, je sais les produits qui marchent. Donc, moi, j'ai tendance à faire des nouvelles couleurs, des produits qui marchent. Parce que ce qui est le fun avec les sacs Myseries, c'est que quand tu prends un sac d'une couleur à l'autre, on dirait deux sacs complètement différents. Pourtant, c'est le même sac, mais d'une couleur à l'autre. Fait que j'ai beaucoup de clients qui reviennent acheter exactement le même sac, mais en une autre couleur, puis ont vraiment l'impression d'avoir acheté un nouveau sac. Donc, moi, je continuerai sur cette lancée-là. C'est sûr que je veux sortir de nouveaux produits, mais je suis vraiment dans le timeless, dans le temps intemporel. Donc, en ce moment, il n'y a pas de collection été, hiver, automne, etc. On est vraiment dans des produits intemporels, puis ça me permet beaucoup de planifier l'inventaire parce que je suis pas stressée si je finis pas de vendre un modèle de sac. Je sais qu'il va finir par se vendre parce qu'il n'y a pas vraiment de saison pour le porter et tout. Donc, je suis vraiment dans amplifier ce qui marche. Puis capitaliser sur la clientèle que j'ai déjà parce que je sais qu'ils vont revenir acheter d'autres sacs et tout. Mais sortir quand même d'autres sacs stratégiques, mais vraiment pas beaucoup, là. Ouais. C'est bien à savoir parce qu'en même temps, je veux dire, là, tu le vois, la hausse du taux de clientèle, disons-le comme ça. Fait que d'avoir, je pense que c'est une très, très belle option d'avoir plusieurs couleurs comme ça. En plus, ça différencie, puis on le sait, que les femmes aiment souvent avoir des couleurs assorties. Donc, d'avoir plusieurs couleurs comme ça. Mais éventuellement, est-ce que tu vois la possibilité d'avoir même peut-être des produits qui sortent du sac à main, d'avoir d'autres choses qui peuvent... Oui, c'est sûr que j'aimerais Never say ça. never. Never say never, exactement. Mais comme je dis, déjà que je suis une personne prudente, en plus récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Profit First. Je ne sais pas si tu connais ce livre-là, mais ce livre-là, je recommande à tous les entrepreneurs de le lire. Ça a vraiment changé ma perspective sur les choses parce que, comme tu disais, je suis passée d'une situation où chaque dollar était vraiment... Tu sais, chaque dollar dans le compte de Myseries, c'était comme, oh my God, OK. Tu sais, t'as l'inventaire, t'as plein de factures, t'as plein de choses à payer, puis t'es comme, tu vis au jour le jour, tu sais pas si tu vas en avoir assez, là, genre... Tu sais, les cartes de crédit se remplissent vite, la marge de crédit se remplisse vite, puis t'es comme, oh my God, genre, est-ce qu'il va falloir que j'aille prendre un prêt? Est-ce qu'il va falloir... Vraiment, ce stress-là a... plein de ventes qui rentrent gratuitement dans le sens qu'il n'y a pas eu de coût de pub associé à ça. Puis là, le compte de banque se retrouve plus fourni que ce que tu aurais pu imaginer. Puis c'est facile de se mettre à dépenser à gauche, à droite sur des choses que finalement... Tu sais, le cerveau s'habitue. Tu penses que c'est ta nouvelle normalité d'avoir un compte de banque fourni comme ça, puis tu te mets à dépenser à gauche, à droite sur des choses que si tu avais été plus serré, tu n'aurais pas dépensé là-dessus. Donc, moi, en ce moment, j'étais comme... Tu sais, j'ai payé du nouvel inventaire, mais for the most part... tout est encore là. Je ne devrais pas dire ça, hein, c'est pas prudent. Mais dans le sens que, quand j'ai lu ce livre-là, Profit First, ça parle du fait que même si tu as de la dette, même si tu as 1 million de projets, tu devrais toujours prendre du profit avant de faire quoi que ce soit. C'est pas revenu moins dépenses égale profit, c'est revenu moins profit égale dépenses. En déterminant que tu veux tout le temps avoir, mettons, 1% ou 2% de profit, ça te force à réorganiser tes dépenses pour que ça rentre dans ce thème-là, puis ça te force à avoir du profit tout le temps et tout. Parce qu'il dit que la compagnie doit te servir et non toi, tu dois servir la compagnie. Puis ça te permet de tomber en amour plus avec ton business parce que tu vois que c'est quelque chose de profitable et tout. Donc moi, ça a changé ma perspective là-dedans. Il te force à vraiment déterminer sur quoi tu mets l'argent parce qu'il y a souvent une différence. Puis pour moi qui suis CPA, ton profit comptable et l'argent que tu as dans le compte de banque, c'est pas la même chose. Par exemple, quand tu achètes de l'inventaire, ça ne rentre pas comme une dépense, ça rentre comme un actif. Mais tu sais, quand tu regardes comment tu dis, ton PNL, ton état des résultats, ça te dit que tu as fait de l'argent, sauf que cet argent-là a été mis dans l'inventaire, mais ça n'apparaît pas. Fait que tu penses que tu es profitable, mais au final, tu n'as pas d'argent dans le compte de banque et tout. Donc, il te force à penser en termes de cash, parce que cash is king à la fin de la journée. Fait que ce livre-là a vraiment tout changé. Fait que ça me force vraiment à réfléchir à dans quoi exactement je vais mettre l'argent. Puis j'ai tendance à mettre dans ce qui est prouvé qui fonctionne. Puis écouter la clientèle. Je veux ce sac-là, mais en rouge. Je vais le faire. Mais je ne vais pas nécessairement sortir 4-5 nouveaux sacs que je ne sais pas si ça va fonctionner. Peut-être 1 ou 2, là, parce qu'il faut quand même de la nouveauté à un moment donné. Là. Donc, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est brillant. Puis en plus, je veux dire, avec ton background comptable, je peux pas le voir négativement. Tu comprends? Ça fait juste vraiment, vraiment du sens. Puis tu sais, je veux dire, on le fait pour l'amour de l'entrepreneuriat dans le sens où
on aime ça, t'es créative, t'as envie d'être là-dedans, puis t'es bien là-dedans, mais pas si tu peux pas mettre de l'argent sur la table pour les enfants après, ou même pour toi. Ou on fait pas ça juste pour le plaisir, exactement, on s'entend. Exactement, il faut payer ses factures, il faut vivre, il faut profiter de la vie aussi. Donc, Puis même si on peut sortir un salaire ou des choses, comme le but à un moment donné, c'est de rendre ça profitable. 100%. Je pense que c'est une bonne façon de faire, puis c'est une bonne façon même de se mettre un peu de pression, pas qu'on n'a pas déjà assez, là. Mais une petite affaire de plus, de faire comme tu l'as dit, 1%, 2%, 3%, ben oui, ça paraît, mais en même temps, ben, c'est une façon de se serrer plus la ceinture, d'être capable de faire quelque chose, puis ta compagnie est profitable. T'es pas constamment dans le rouge. Exactement. C'est vraiment facile d'être dans le rouge. Oh non, facile. Les plus grosses compagnies sont souvent dans le rouge. Ils ont des salaires, ils ont des choses de fou. Tu as l'impression que ça roule. Mais la compagnie, c'est pas pour rien qu'elle est en faillite pas longtemps après. Des compagnies qui valent des milliards. Il y a vraiment deux mentalités. Il y en a qui se concentrent sur le top line, puis il y en a qui se concentrent sur le bottom line. Puis je te dirais que jusqu'à récemment, surtout que je savais que j'allais aller au Dragon, puis j'allais me faire poser la question, t'en as vendu combien? C'est ça. Finalement, là, peux-tu croire que personne ne m'a posé la question? C'est vrai? Il n'y a aucun Dragon qui m'a demandé mes ventes. C'est comme la question qui me stressait le plus. Il n'y en a aucun qui m'a demandé combien j'ai vendu. Ils m'ont demandé combien je pensais vendre. Mais il n'y a personne qui m'a demandé. Quand je suis sortie de là, je me voyons, cette expérience-là, pour moi, là, c'est juste assez aligné comme que tu voulais. Ça, c'est le fun. Vraiment, là, c'est... En tout cas, donc, il y en a qui se concentrent sur vraiment le top line, les revenus. Puis, il y a beaucoup de compagnies qui font vraiment beaucoup de pubs. Tu sais, je vois leurs pubs passer, je me dis, il n'y a aucune chance qu'ils soient profitables avec le niveau de pub qu'ils font. C'est impossible. On sait comment Facebook Ads fonctionne, là. C'est plus ce que c'était avant le update de iOS, etc. et tout. Donc, moi, comme je te dis, jusqu'à récemment, je me concentrais sur revenus. Mais au final, ça ne sert à rien d'avoir 1 million de revenus si au final, tu es dans le rouge puis tu perds de l'argent. Je me concentre vraiment sur le bottom line. Fait que, combien ça va me coûter de faire cette vente-là? Est-ce que ça vaut la peine que je la vende ou je préfère garder mon inventaire pour faire des ventes moins chères plus tard et tout? Moi, ça ne me dérange plus vraiment d'avoir un plus bas niveau de vente que ce que j'avais initialement anticipé. Tant que le profit est là, au final, pour moi, en tout cas, au final, maintenant, c'est ça qui compte. Parce que c'est ça, en plus, que je me suis rendu compte de plus en plus, c'est quand tu n'as pas cet amour-là ou cette compréhension-là des chiffres, ça va tellement vite que tu perds le contrôle parce que je dis n'importe quoi, tu dépenses 100$ en pub, puis tu as l'impression qu'il y a des ventes qui rentrent, mais tu prends pas en considération tes coûts. Tu prends pas ton shipping. Tu prends pas rien. Fait qu'au final, tu as mis 100$, puis tu te rends compte que ton acquisition client était X montant, puis que qu'est-ce qui te reste à la fin, c'est rien ou tu es dans le négatif. Tu es dans le négatif. Tu perds de l'argent sur chaque vente. Mais si tu as une stratégie comme, je pense, toi et moi, où est-ce qu'on a des clients recurring, mais ça peut être correct de perdre de l'argent sur un premier client parce que c'est du long terme. Exactement. Mais il y a beaucoup de personnes, des fois, que c'est un achat unique ou c'est quelque chose que peut-être qu'il n'y aura pas de recurring ou ils ne mettent pas l'avant l'expérience client, donc peut-être qu'ils ne vont pas racheter. Fait que tu viens de perdre de l'argent, puis ben sur une journée, fine. Ça monte vite. Ça va vite. On l'a dit, le temps passe vite, là. Ouais. Une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à faire des ventes après les Dragons, c'est que j'ai payé Facebook Ads. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, ils te donnent comme un certain montant, là. Je l'ai rendu maxé, là. À chaque fois, je payais comme un 500$ pour le baisser un petit peu et tout. Mais avant la diffusion, j'avais arrêté de faire la pub parce que je me dis, c'est les ventes qui me coûtent cher, puis je préfère garder mon inventaire pour des ventes qui vont comme rien me coûter, là. Fait que, en tout cas. Ouais, mais je pense que c'est un beau mix de tout ça. Ouais. Puis en même temps, je pense que ta stratégie est super. Fait que félicitations pour tout ce que tu fais. Bravo, vraiment. Puis je te souhaite juste le plus grand des succès pour la suite. Merci. Puis on va se revoir d'ici une couple d'années, je te le promets. Puis on va rejaser tout ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment le fun. J'étais stressée au début, mais non, ça va. T'as été incroyable. Merci Aïcha. Pour les cadeaux. Vraiment, là. Merci beaucoup. Je te donne le contact de Forty aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bye. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui avec Aïcha. Ça a été honnêtement un moment incroyable, des belles discussions, vraiment une belle personne et une belle business en hyper croissance en ce moment. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et compagnie. Si vous avez un petit commentaire aussi à le faire, on les lit à chaque semaine. Si vous avez des invités que vous aimez qu'on reçoive, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir vos soumissions évidemment aussi. Merci énormément pour votre support et sur ce, à la semaine prochaine.